réfléchir justement sur cette question. Aussi, la question liée à la révision constitutionnelle, mesdames et messieurs, ça continue toujours à faire parler beaucoup de Congolais. Est-ce qu'il est temps, comme ça, de mettre en place une commission comme le président Félix Tshisekedi l'avait promis, mettre une commission pour nous donner une nouvelle constitution? Je l'ai dit, pour ce faire, nous recevons pour vous monsieur Alain Boulodjoa, que je salue. Bonjour monsieur Alain Boulodjoa et bienvenue à vous. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Elle est avec moi comme à l'accoutumée, madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Nathan. Bonjour monsieur Alain Boulodjoa. Bonjour madame. Bonjour également à tous les téléspectateurs de CML 13 Télévision qui sont branchés pour suivre leur magazine CML chez vous. Merci de votre fidélité. Très bien. Allez, c'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre invité, monsieur Alain Boulodjoa. Félix Tshisekedi à la tête du pays. L'insécurité continue toujours à battre son plein. Je ne dirais pas qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas de sécurité. Il y en avait. Mais avec Félix Tshisekedi, l'insécurité continue toujours, mais avec vous, j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, qu'on puisse évaluer ces secteurs de l'entame de cette émission. Après, nous allons maintenant prendre l'un après l'autre, parce qu'il y a eu 3 ministres qui se sont succédés au cours simplement du premier mandat. 5 ans, mais 3 ministres à la tête de ce ministère. Est-ce que c'est parce que Félix Tshisekedi n'a pas pu nous donner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? On évalue d'abord avec vous le secteur, et puis après, nous allons maintenant évaluer chacun de ces animateurs. Bon, je pense qu'il y a plutôt un problème de politique. Ce n'est pas seulement en termes d'individus. Il y a un problème de politique, d'autant plus que M. Félix Tshisekedi considère la question sécuritaire comme une question secondaire. Et pourtant, c'est une priorité pour l'État. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à la gouvernance savent que lorsqu'on parle sécurité, c'est la priorité pour tout État. Voilà pourquoi vous trouvez, par exemple, au niveau des États-Unis, ils ont mis en place un système sécuritaire qui va du sommet à la base et vice-versa. C'est-à-dire qu'on utilise plusieurs paramètres, plusieurs intervenants, justement, pour se garantir de la bonne fonctionnalité et puis permettre à ce que la population vit dans l'inquiétude. Chez nous, au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution, déjà à partir de l'article 182, on énonce le principe de l'existence de la police. Nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons tous les services spécialisés. Parce que généralement, lorsqu'on parle sécurité, on a tendance à ne voir que la police, l'armée. Non, il y a les services spécialisés. Très bien. Il y a les apparents, les non apparents, il y a l'ANER, il y a l'ancienne DEMIAP, il y a la DGM, et il y a l'ECC, il y a le SCAV au niveau de nos frontières, il y a d'autres structures parallèles qui existent justement pour permettre à l'État de sécuriser la population. Nous devons savoir qu'il y a des attaques biologiques, voyez-vous, qui doivent être maîtrisées généralement par les services qui travaillent au niveau de la frontière. Ça ne sera pas la police, mais ça sera plutôt l'OCC, le SCAV, il y a la DGM, il y a la DGDA, qui sont des services qui travaillent au niveau de frontières. Fort malheureusement, nous nous rendons compte qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Justement parce que nous n'avons pas su centraliser les informations. Chaque service travaille en solo pratiquement. Nous n'arrivons pas à créer une base de données nous permettant d'échanger les informations et permettre à ce que nous soyons efficaces. Au-delà de ça, il y a un problème de recrutement, un problème de formation, un problème de gestion des carrières, un problème de motivation, mais aussi il y a un problème de management au niveau du sommet. Et donc, vous comprenez qu'il s'agit plutôt de la politique sécuritaire et non des individus, si nous pouvons le prendre de manière disparate. Alors, un problème justement lié à la politique sécuritaire, mais monsieur Alain Boulodjoa, est-ce que ici, c'est aussi le problème que, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, est-ce que c'est parce qu'on ne nous donne pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Parce que nous connaissons dans ces pays, il y a des gens qui maîtrisent toutes ces questions sécuritaires, mais on s'inquiète de constater qu'on nous prend simplement un monsieur parce qu'il est avocat
on les met comme ministre de l'Intérieur et Sécurité. Bon, on ne prend pas généralement parce qu'il est avocat, on le prend généralement parce qu'ils sont de militants des partis politiques. Vous savez, la grande difficulté, notre pays, les partis politiques ne sont pas des écoles où on forme des hauts cadres. Alors qu'en réalité, ça devait être ça, la mission de partis politiques. On doit arriver à préparer le cadre, pas dans tous les domaines, bien que généralement, lorsqu'on fait la politique, on doit avoir une compétence transversale. Il ne suffit pas seulement d'avoir une adresse scientifique. Il faudrait être initié dans plusieurs domaines, parce que vous serez appelé demain ou après-demain à devenir président de la République. Le président de la République ne peut pas être juriste. Il ne peut pas être économiste. Il doit être le tout. C'est-à-dire que cette forme d'ignorant qui connaît peu sur tout, tout en ayant une adresse scientifique, mais doit avoir la maîtrise de tous ces éléments-là. Et fort malheureusement, déjà au départ, la personne qui assume la fonction du président n'a pas les aptitudes qu'il faut pour être à la tête du système sécuritaire. Et puis deuxièmement, quand il choisit, c'est par népotisme. On ne choisit pas par rapport à la compétence ou aux aptitudes. On choisit par rapport au militantisme. Je prends le cas de ce qu'il y a aujourd'hui. Monsieur Félix Sekelayi a nommé Monsieur Gilbert Kankonde. Je ne sais pas si c'est un initié sur des questions sécuritaires. Vous prenez Acelo. Je ne pense pas qu'il a été initié dans ces domaines. Et au finish, vous avez Peter Kazadi qui fait de la figuration. Je pense que si on pourrait le plébisciter un jour, il sera le ministre de l'Intérieur le plus piètre, juste après Acelo. S'il vous plaît. Mais c'est lui qui nous a d'ailleurs instauré cette nouvelle opération Panthère qui fait en sorte que le Kuluna puisse quand même digner dans la ville de Kinshasa. Non, mais vous tirez cette conclusion par rapport aux effets de la communication ou bien vous avez effectivement jaugé le degré de la réduction? Non, mais parce que vous dites que c'est un ministre... Non, mais c'est un piètre. Mais c'est lui qui nous a justement apporté cette opération. Non, mais vous parlez en termes d'opération. Moi, je parle en termes de... Kofi à l'époque de Joseph Kabila. Non, mais l'opération du Kofi était une opération ponctuelle. Quelles sont les politiques, quelles sont les réformes initiées au niveau de services qui dépendent de lui? C'est ça la gouvernance. Parce que vous voulez évaluer quelqu'un par rapport aux actions ponctuelles. Vous risquez de croire que Félix Sekelayi est compétent du fait d'avoir initié un programme de 145 territoires. C'est pas comme ça on doit évaluer. Quels sont les problèmes trouvés, quelles sont les solutions préconisées, quels sont les moyens mis à sa disposition et quels en sont les résultats. C'est comme ça que l'on doit arriver effectivement à gérer la question. Aujourd'hui, le pays, la population vit dans l'insécurité, justement parce que nous n'avons pas un système adapté à nos réalités. Et fort malheureusement, jusque-là, nous ne sentons pas la volonté de mieux faire les choses. Et cela réduit dans une large mesure la capacité de l'État, non seulement à dissuader, mais aussi à persuader les gens. Très bien. Qui posent des actes. Monsieur Bolodjoa, tout à l'heure, vous avez énuméré des problèmes auxquels le secteur de la sécurité du pays est en train de connaître. Vous avez parlé vous dites qu'il n'y a pas de politique sécuritaire. Mais est-ce que vous pensez que ce sont des problèmes qui remontent il y a longtemps ou à maintenant? Pourquoi? Parce que on va dire que ce sont des mêmes problèmes que les Cunois sont en train de connaître depuis 2 années jusqu'à ce jour, pratiquement. Bon, si on doit parler en termes de l'historicité, nous risquons de revenir jusqu'à la création de la Terre. Parce que déjà, au regard de la nature de l'homme... cette politique-là, elle a manqué depuis... non, mais il y a une volonté de mettre en place une politique. Il y a des bouts d'informations qui peuvent nous pousser à croire qu'il y a une politique. Mais cette politique n'est pas adaptée à nos réalités. Voyez-vous? Parce que quand vous trouvez déjà dans la Constitution, on énonce l'existence d'une police, de l'armée qui intervient aussi sur des questions sécuritaires, bien que d'aucuns ne le savent pas. Ce sont des mécanismes qui sont mis sur pied. Nous avons une agence qui s'occupe de renseignement. Ils ont 3 grands départements au départ. Ils s'occupent de renseignement extérieur, intérieur, et puis un département spécialisé qui accompagne les 2 départements. Si ces structures-là existent, cela sous-entend qu'il y a une volonté, n'est-ce pas, à résoudre le problème. Mais est-ce que nous arrivons à adapter la fonctionnalité de tous ces éléments du système par rapport
problématique actuelle. Parce qu'en réalité, si nous avions la volonté de résoudre la question sécuritaire, nous devions à chaque fois actualiser le fonctionnement de nos services. Et aujourd'hui, nous sentons que les choses sont en train de battre de l'aile, justement parce que il y a de politiques contradictoires qui sont mises sur pied. Alors, parce que vous dites que le système n'est pas adapté aux réalités du Congolais de façon générale, là, on va dire que c'est le problème de compétences qui intervient. Naturellement. Et c'est ça la responsabilité du gouvernement. C'est au gouvernement de chercher, n'est-ce pas, à adapter ces stratégies-là ou ces systèmes sécuritaires par rapport à nos réalités. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte qu'ils sont plus focalisés sur les actions ponctuelles. Voyez-vous, comme l'opération dont parle notre oui, vous l'appelez panthère noire. On n'a pas de panthères ici, je pense. C'est-à-dire qu'on a fait du mimétisme, on prend de concepts dans le film et puis on le colle et sans contenu. La façon de l'animal d'attaquer, en fait. Oui, mais justement, pour effrayer le malfaiteur. Non, mais les Congolais ne connaissent pas des panthères. Il fallait prendre des totems qui reflètent un peu nos réalités. C'est tout simplement parce qu'on veut faire du mimétisme. Et d'ailleurs, c'est un gouvernement de warriors. C'est-à-dire des gens qui sont plus focus dans leur perception par rapport au cinéma. C'est-à-dire quand ils regardent un film, ils prennent un concept et puis sans contenu. C'est pas ça. Nous devons arriver à faire un bon diagnostic de notre système et à proposer des mesures de mitigation. C'est comme ça que l'on gouverne. Et la responsabilité incombe aux organes politiques. C'est-à-dire le gouvernement, le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas de prendre des actions ponctuelles et puis espérer résoudre le problème. Mais si vous avez une note à donner à ce ministère, parce qu'on parle du ministère de l'Intérieur, ça serait combien sur 10? Non, mais les victimes de Koulouna sont mieux placées pour côté. Et elles sont nombreux fort malheureusement. Ces victimes-là, ils se disent carrément que avec l'opération Black Panther, ils peuvent trouver gain de cause. Non, ils trouvent gain de cause en tenant compte de quels paramètres? Parce que généralement, quand on avait commencé avec l'opération coup de poing, je n'ai pas été d'accord. Et lorsqu'on commençait à arrêter les Koulouna pour les amener à Kabea Kamwanga, à Kanyamaka, je n'ai pas soutenu. Vous n'avez pas soutenu, mais aujourd'hui, le résultat est satisfaisant. Pour les résultats, ça c'est-à-dire qu'on a résolu le problème, en fait. Non, mais lorsqu'on a pris ces personnes... Combien? Non, mais le nombre qu'on a envoyé... Oui, mais combien? Il faut maîtriser les statistiques. Aujourd'hui, ils sont bâtisseurs, ils maîtrisent quand même combien? Le travail, tout ça. Combien? Parlons en termes de pourcentage, parce que si nous voulons faire des analyses comme les gens de l'UDPS, il nous sera difficile. Combien? Et quels en sont les résultats? Vous voulez me dire ici qu'on a réduit de manière drastique la question sécuritaire parce qu'on aurait pris des jeunes, on les aurait envoyés à Kanyamaka CC? Non. On ne sait même pas pourquoi ces gens-là sont de Koulouna. On ne sait même pas pourquoi et comment nous arrivons à créer le Koulouna. Ça, c'est un problème de dérèglement sociétal. Cherchons d'abord à identifier les facteurs favorisants et puis on va résoudre le problème de manière durable. Parce que dès lors que les parents n'auront pas à recouvrer leur autorité sur les enfants, il nous sera difficile de résoudre la question sécuritaire. Alors, il faut agir en amont et non subir les effets. Donc vous pensez, peu importe la politique qui sera définie, les responsabilités de parents doivent d'abord précéder? Non, mais le problème c'est qu'il y a un déséquilibre sociétal qui s'est créé du fait qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est ce qui justifie l'existence des Koulouna. On n'a pas une industrie qui produit les Koulouna en dehors de famille. Alors, avons-nous joué en amont pour réduire de manière drastique le comportement de nos enfants, parce que ce sont nos enfants qui sont des Koulouna? Pourquoi vous avez refusé qu'on amène les enfants à Kanyamaka CC? Justement parce qu'ils n'ont pas été jugés. Et l'essentiel d'entre eux sont revenus sans pour autant que l'État vous dise ouvertement que ces enfants sont revenus par devoir que l'État ne maîtrisait pas. Mais cela n'a pas réduit la situation.
Parce que nous nous attaquons aux symptômes au lieu de nous attaquer au vrai virus. Alors, monsieur Alain Bouloudja, vous parlez de la politique sécuritaire qui n'est pas bien définie, vous parlez du système sécuritaire qui doit normalement être adapté à nos réalités, et vous parlez aussi du mimétisme. Mais, monsieur Alain Bouloudja, vous ne constatez pas que tout ce problème, simplement, Félix Tshisekedi le rencontre parce que peut-être ses prédécesseurs n'avaient pas tracé une ligne ou une bonne politique sécuritaire, justement. Oui, mais la grande question, son successeur va trouver quoi? Parce qu'apparemment, lui s'en plaint. Non, mais lui il laisse quoi? Lui aussi, il n'a rien trouvé. Non, mais il ne va rien laisser. Alors, ça ne sert à rien. Moi, j'ai pensé que quand vous trouvez une situation, vous apportez des mesures de mitigation. Il suffit juste de mettre en place un modèle d'analyse et puis les autres vont trouver une base. Non, mais en 5 ans, le Kabila qui a fait plus de 18 ans ne l'a pas fait. Non, mais Kabila aussi, a trouvé... Il dit en 5 ans d'abord. Non, mais Kabila a trouvé pire que ça. Peut-être vous ne le savez pas. Kabila a trouvé pire. Il a trouvé pire que ça, mais il n'a pas laissé un système, c'est-à-dire une politique sécuritaire. C'est que M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à gérer, c'est ce que Kabila a laissé. Félix Tshisekedi n'a rien apporté. Même pas la couleur des tenues, en fait. Vous voulez dire que Kabila a laissé un modèle. Que Tshisekedi ne fait pas. Non, mais attendez. La couleur de la police, le logo, l'organisation, l'organigramme de la police, les censés des officiers ont été formés et recrutés par Kabila. Non, mais ça, c'est sur le plan forme, mais le fond maintenant. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'est-ce que Félix Tshisekedi a apporté. La loi qui régente le fonctionnement de la police, c'est Kabila. Moi, je pensais que Félix Tshisekedi allait apporter un plus par rapport à ce que Kabila avait laissé. Fort malheureusement, vous me dites ici qu'il n'a rien apporté parce qu'il n'a rien trouvé. Mais si lui n'a rien trouvé, quid alors de Laurent Désiré Kabila? Parce que pendant que nous étions encore plus jeunes, on n'avait pas de police. On avait la gendarmerie et on n'avait pas de police de proximité comme nous avons aujourd'hui. Il y a dans chaque quartier pratiquement des souciettes. Ceux qui ont organisé ça ont fait leur part. Il revient maintenant à ceux qui viennent après eux d'améliorer la qualité des services. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans votre quartier, vous avez un problème, vous appelez la police viendra intervenir. Peut-être vous serez surpris d'apprendre. Aujourd'hui, on demande aux victimes d'envoyer l'argent par le mobile money pour trouver du carburant afin de venir intervenir. Pour résoudre ça, ça demande quoi? Il faut faire 18 ans. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi est à sa 6e année. Il pouvait aussi apporter des réformes. Il pouvait même recruter de nouveaux agents pour permettre à ce que nous espérions demain avoir l'amélioration des conditions. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que rien n'est fait. Parce que si vous prenez déjà, en termes de suivi de la carrière de policiers, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi est pire que Kabila. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas faire le suivi de la carrière. Je ne sais même pas si on établit des fiches de cotation au niveau de la police aujourd'hui. Donc vous estimez que le président Félix Tshisekedi n'a pas jusqu'ici laissé ses empreintes dans ses ministères? Non, il ne sert à rien en fait. En résumé, il ne sert à rien. Mais son mandat n'est pas totalement fini. Non, mais vous parlez de deuxième mandat, madame. Hein? Vous parlez de deuxième mandat. Qui est encore en cours. Hein? Non, le premier est déjà fini. Mais le second est en cours. Oui, mais rémunération il va changer parce que le fait seulement d'avoir choisi M. Peter Kazadi, ça présageait déjà qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Alors, Monsieur Alain Bouloudja, c'est vrai, terminons cette question justement avec cet aspect lié au service comme ça de l'ANER. C'est vrai, nous n'allons pas toucher cette question liée au coup d'État, mais j'aimerais qu'on puisse un peu aborder le service, en tout cas, que fait l'ANER pour sécuriser le pays. Monsieur Alain Bouloudja, à un moment, on a constaté, comme disent le politique souvent, que l'ANER est là que pour traquer ceux qui critiquent le chef de l'État, mais l'ANER n'est pas là, l'ANER ne fait pas correctement son travail, raison pour laquelle on a vu ces assaillants entrer à Kinshasa et aussi à la Gombe. Alors, monsieur Alain Bouloudja, si aujourd'hui, à Kinshasa, de gens quittent de l'extérieur pour venir avec des armes, sous prétexte de faire un coup d'État. Bon, on va pas parler de ça, mais je voulais ici évoquer simplement l'action. Donc vous quittez l'extérieur, vous venez à Kinshasa, vous allez à Gombe pour faire un coup d'État avec des armes, pendant que le service de notre pays n'est pas informé de ce qui se passe justement à Kinshasa. Et
quel sera le sort de nos provinces? Raison pour laquelle aujourd'hui on voit Rutshuru, Bunagana assiégés par le M23 pendant plus d'une année. Donc on peut dire ici que le service des renseignements de notre pays n'arrive pas correctement à donner un bon travail justement pour sécuriser la population. Oui, fort malheureusement, ce sont là des évidences. Mais je voudrais tout simplement vous dire que le service est fragilisé. Fragilité par qui? Par M. Félix, c'est que c'est maladresse de gestion. Dès qu'il arrive, il veut placer les siens sans qu'il soit initié. Parce que n'est pas agent de l'ANER qui le veut. Il y a une formation qui est suivie. Et généralement, on sélectionne ceux qui ont une base en psychologie. Généralement. Voilà pourquoi vous trouvez, en règle générale, ils recrutent au niveau des ISP et les universités pédagogiques nationales où j'ai fait mes études. Parce que nous avons une base, nous avons une prédisposition pour être de bons agents dans ces secteurs-là. Il y a aussi d'autres spécialités telles que l'informatique, voyez-vous, et les opérations. Et c'est comme ça que les services sont organisés. Fort malheureusement, en arrivant au pouvoir, M. Félix Tshisekedi a pris des gens qui fournissaient des informations au niveau de leur parti et on en fait des agents. Mais rien ne vous rassure qu'ils n'ont pas été formés? Non, mais rien ne me rassure qu'ils ont été formés. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a été militant d'un parti politique peut directement être hissé au rang d'agent. Un autre problème, c'est un problème de casting au niveau du sommet. Qui est aujourd'hui à la tête de l'ANER? C'est un militaire, un médecin. Là, on n'en parle pas assez. Et a-t-il été initié dans ces secteurs? Il est suivi par qui? Parce que quand vous avez l'AG, l'AGA et tous les départements qui dépendent du commandement, le KIG, si vous n'avez pas des gens qui ont la connaissance, naturellement, ceux qui connaissent seront obligés de faire une sorte de repli. Parce que généralement, quand vous donnez, vous faites votre note technique et que le chef ne comprend pas l'approche que vous adoptez, naturellement, vous devenez un élément gênant. Je suis sûr et certain que les initiés se sentent mal à l'aise. Sincèrement, je suis sûr et certain. Vous êtes sûr et certain qu'ils se sentent mal à l'aise. Parce que vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ça vous met mal à l'aise. Vous êtes journaliste, vous voulez organiser une émission avec un régisseur dont il n'a pas la maîtrise de ce que vous voulez faire, la prise de son, la prise de vue, vous sentez qu'il a des difficultés, généralement, ça vous décourage. Vous avez évoqué... C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut recruter de bonnes personnes, ils doivent être formés, ils doivent être dotés des équipements qu'il faut, la gestion de leur carrière doit être rassurante, c'est-à-dire qu'il faut bien les gérer en termes de motivation intrinsèque et extrinsèque. Ils doivent avoir le moyen pour se déployer. Il faut aussi apprendre à considérer leurs rapports. Peut-être qu'ils rendent des rapports et ces rapports-là ne sont pas lus. Vous avez suivi lors du procès de M. Kamere. Il y aurait quelqu'un qui donnait, qui faisait plus de 50 notes techniques la semaine ou le mois et il s'est rendu compte que son chef ne lisait pas. Ça décourage. Alors, monsieur Alain Bolodjoa, j'aimerais savoir, parce que vous maîtrisez très bien les questions sécuritaires. Alors, qui est-ce qui peut être interpellé par l'ANER? En tout cas, tout le monde. Tout le monde. Même Félix Tshisekedi. Non, je prends le cas, même le communicateur, ils peuvent être interpellés. Communicateur de quoi? Non, enfin, c'est qui viennent débattre, par exemple, dans des émissions. Non, mais l'ANER peut interpeller tout le monde. Que ce soit le ministre, le président, c'est un service. C'est un service chargé du renseignement. J'ai posé cette question, pourquoi? Parce que je voudrais bien savoir, parce qu'il y a une activiste de la société civile, Madame Senga, Gloria, qui aurait été interpellée par l'ANER, selon les informations que nous avons. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'ANER doit à tout prix interpeller ceux-là qui manifestent leur mécontentement justement au regard de la gestion du pays?
La première question s'est basée essentiellement sur le champ de compétences de l'ANER. Très bien. Mais la deuxième question sur le matière. Voyez-vous? Raison pour laquelle... Madame Gloria, c'est un ami de longue date de la famille Tshisekedi dans le combat. Voyez-vous? C'est quelqu'un que je ne connaissais pas, que je connais depuis elle a commencé à faire ses vidéos. J'ai cherché à la connaître. Elle est tellement douce, tellement tendre dans son combat. Ça ternit l'image de l'ANER. Parce qu'elle n'a jamais eu de réflexe à renverser le pouvoir par deux voies scabreuses. Elle n'a jamais eu l'intention de prendre les armes. Elle ne fait que critiquer. Et l'instrument qu'elle utilise, c'est un instrument démocratique. Alors, si vous trouvez l'ANER l'arrêter, ça rejoint pratiquement la première inquiétude où nous avons dit qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de connaissances sur la fonctionnalité ou les missions de l'ANER. Ce sont des militants qui généralement arrêtent des gens dans ce sens-là. Parce que celui qui est initié, c'est que la dame n'a pas posé un acte contre la sûreté de l'État. Raison pour laquelle j'ai insisté sur cette question, qui peut être arrêté par l'ANER, parce qu'on pourrait... Non, pas arrêter, interpeller, tout le monde. On pourrait voir Madame Gloria être interpellée ici dans un souciat pour peut-être la manifestation que vous voulez organiser. Mais non, mais si elle a été arrêtée du fait qu'elle avait... Elle a lancé une campagne. C'est là, bon, le principe de subsidiarité vous dit assez que si les inférieurs peuvent le faire, il fallait laisser aux inférieurs. L'ANER doit s'occuper des grandes questions qui touchent directement à la sûreté de l'État. Organiser une manifestation de revendication n'est pas une bonne chose, n'est pas une mauvaise chose en soi. Et d'ailleurs, je me pose la question. Elle veut manifester en disant que Tolembi passe. Si vous l'arrêtez, cela sous-entend que vous voulez que passe et continue. Alors quand même monsieur Alemouloudjo, une dernière question. Moi, je l'encourage en tout cas. Je vais donner la parole à Madame Tania. Mais monsieur Alemouloudjo, est-ce que c'est simplement parce que nos politiques ont essayé d'orienter le service qui doit faire l'ANER en arrêtant c'est là qui critique le pouvoir. Exact. À l'époque de Kabila, c'était également pareil. Même à l'époque de Mobutu aussi. Oui, vous venez dans une émission, vous critiquez, c'est l'ANER qui vous interpelle. Et vous verrez même que les agents de l'ANER peuvent faire une semaine, voire un mois, en train de vous rechercher. En train de passer nuit au coin de l'avenue où vous passez généralement, jusqu'à ce qu'ils vont tomber sur vous. Pourtant, les services il y a de grandes questions que l'ANER devrait normalement se pencher. Oui, voilà pourquoi j'ai insisté sur le principe de subsidiarité. C'est que la police peut faire, l'ANER peut s'en passer. Vous savez, ce que je constate, c'est que le fait seulement qu'on a caporalisé les services, ils ne sont plus au service de la nation, mais plutôt au service des personnes qui ont l'influence sur eux. L'ANER n'est pas au service de Félix Tshisekedi. L'ANER, c'est un instrument que l'on donne à la personne du président pour sécuriser, pour bien exécuter ses missions. L'ANER peut aussi arrêter un président de la République. C'est possible de l'interpeller aussi. Mais fort malheureusement, ici chez nous, on a exempté une catégorie de gens. Et vous allez vous rendre compte, c'est rare de voir l'ANER arrêter quelqu'un du pouvoir. C'est très rare. Même si elle arrivait à arrêter, ça ne prend pas 48 heures. Il vous souviendra qu'un ministre était interpellé par l'ANER. Il suffisait seulement qu'il y ait un appel pour que le ministre soit relâché. Mais jusque-là, les raisons pour lesquelles il était interpellé n'ont pas été mises à la place publique. Mais aujourd'hui, l'ANER devient comme le bras séculier des partis politiques. Ceux qui s'y connaissent ne sont pas d'accord. Parce que là, c'est une manière de désorienter l'ANER. Et elle est en train de perdre même ses lettres de noblesse. Parce que l'ANER, en réalité, devait être le sorcier du village. Ce qui nous protège pendant que nous dormons. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'ANER protège plus les animateurs des institutions, quand même que ces animateurs sont en réalité des délinquants. Et ce n'est pas intéressant. Très bien. Alors, Monsieur Alain Alemouloudjo, nous avons parlé du ministère, mais là, on va
essayer un peu d'établir ce parallélisme entre les 3 dirigeants qui sont passés sous Félix Antoine Tshisekedi. Selon vous, vous pensez que qui a marqué positivement son temps? Bon, ceux qui ont marqué négativement leur temps. Positivement, il n'y a personne, vous voulez dire. Non, je cite d'abord ceux qui ont marqué négativement. Je cite d'abord ceux qui ont marqué négativement leur temps. Gilbert Kankonde, c'est à cause de lui que le M23 se sont requinqués. C'est lui qui les a invités ici, sous la bénédiction de Félix Tshisekedi. Non, il n'était pas au courant, il avait déjà répondu. Non, ne pas être au courant, c'est pire. Vaut mieux qu'il soit au courant, qu'il soit complice, qu'il ne pas être au courant. S'il n'est pas au courant, ça dit qu'il ne sert à rien, en fait. Deuxième personne, c'est Asselo. C'est la toute première fois de voir un ministre de l'Intérieur d'un parti politique occasionner la mort de ses propres compatriotes du parti, des camarades du parti. N'oubliez pas que pendant qu'Asselo était ministre, on a tué des militants, des manifestants de l'UDPS qui militaient contre le dossier, le secrétaire exécutif de la CNI, Malunda. Il y a eu pas sous sa bénédiction. Ah bon, mais c'est lui qui était le ministre de l'Intérieur. Sauf peut-être si vous avez changé les événements. C'est lui qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et les personnes qui ont futigé, c'est M. Kaboundé Kabouya. C'est lui. C'est lui qui est là. C'est pendant qu'il est ministre de l'Intérieur qu'on aurait attaqué le palais des Nations. Vous comprenez que... Un événement récent, donc on va dire que avant cela, il a quand même... Non, mais avant cela, on a coupé les gens les bras, il y a eu beaucoup de méfaits. Et n'oubliez pas que c'est pendant qu'il était ministre qu'on avait aussi tué des gens au niveau de Goma, les manifestants contre la MONUSCO. Et il continue encore à être ministre? Oui, formellement, parce que c'est un bon militant. C'est là le critère principal pour être recruté au niveau du gouvernement. Et donc, vous comprenez qu'effectivement, il y a un problème. Mais le plus grand problème dans ce secteur, vous savez que pendant qu'il est ministre de l'Intérieur, qu'on s'est rendu compte que l'essentiel des policiers n'ont pas de numéro matricule. Lui, en tant que juriste, il n'a initié aucune démarche. Vous parlez de Peter Kazadi. Oui, il est ministre de l'Intérieur. Il est juriste de formation, mais il n'a pas su régulariser l'association de policiers. Pendant qu'il est ministre de l'Intérieur, on s'est rendu compte que l'essentiel des policiers n'ont pas de véhicule pour le patrouille. Pendant qu'il est ministre de l'Intérieur, qu'on a organisé les élections. Et n'oubliez pas que l'État congolais a eu à décaisser l'argent pour les services spécialisés. Peut-être qu'on n'a pas assez d'éléments aujourd'hui, mais demain, ça viendra. Vous savez que pour organiser les élections, l'État a décaissé l'argent. Pour la police devait réceptionner 14 millions de dollars au mois de décembre pour couvrir les opérations de sécurisation de processus électoral. On ne sait pas comment ils ont géré cet argent. Et on a vu qu'il aurait acheté les véhicules pour le haut officier de la police, les Jeeps, les 4x4. On ne sait pas si ça marche dans quel budget. Je suppose que ce n'est pas l'argent destiné aux opérations qui ont servi à acheter les Jeeps pour les généraux. Donc vous comprenez qu'il y a un problème de mégestion. Et personne ne les surveille. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de Katanga, de Grand Katanga, qui ne sont pas résolus. La question sécuritaire là-bas. Il y a un problème de gestion de dossiers des institutions provinciales. Dans toutes les provinces, on a connu beaucoup de problèmes. Il y a un problème de gestion des carrières, les nominations fantaisistes et la mise en place. Il a eu à commissionner beaucoup de personnes. J'ai des éléments qui prouvent qu'il y avait effectivement des lieutenants qui ont été commissionnés majors, sans passer par être confirmés capitaine. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Donc, nous sentons qu'effectivement, il y a des invertébrés, des gens qui n'ont pas la maîtrise de la question. Et cela nous conditionne à vivre dans l'insécurité, justement parce qu'il y a des décisions contradictoires qui sont prises. Et un point positif, au moins un seul? Non, mais le point positif, c'est il y a eu transformation de la personne.
En dehors de ça, je ne vois rien de spécial. Allez, merci beaucoup, Monsieur Alain Boulodjoa. Vous avez parlé de Gilbert Kabanda qui avait invité le M23 à Kinshasa. Je me suis posé la question, est-ce que c'est aussi ça la raison qui a poussé William Ruto, le président du Kenya, de dire que cette affaire des M23, c'est une affaire des Congolais? C'est la question que j'ai posée, chers Congolais, où vous êtes. Répondez. Allez, deuxième sujet. Mais avant même d'aborder ce deuxième sujet, je voudrais ici faire une petite mise au point que nous avons parlé de l'ANER. Ce n'est pas que pour que vous puissiez nous traquer. Non, vous avez dit que nous ne faisons pas bien notre... Non, non, c'est une réalité. Nous avons simplement essayé d'analyser pour vous pousser à bien faire le travail parce qu'on ne veut pas, après cette émission, qu'on puisse nous traquer. Allez, surtout traquer Madame Tania, c'est comme on ne voudra jamais. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de CML 13 Télévision, vous le faites bien. Révision constitutionnelle, on en parle encore au cours de cette émission. Monsieur Alain Boulodjoa, est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle aujourd'hui besoin d'une nouvelle constitution? Aujourd'hui, oui. Dans les contextes actuels. Oui, mais il faut d'abord commencer à évaluer la constitution qui est en vigueur. Et puis le comportement de personnes qui sont appelées à l'appliquer. Peut-être que les gens semblent oublier, mais je voudrais tout simplement nous rappeler qu'il y a une disposition dans notre constitution, l'article 74. Dans cet article 74, il y a un président qui a prêté serment, qui a promis de protéger, de respecter et de faire respecter la constitution actuelle. Deuxièmement, dans les dispositions transitoires et finales de cette constitution, il est nullement mentionné le mécanisme de son changement. Parce que le changement de la constitution n'étant pas constitutionnel, toute initiative du changement de la constitution doit résulter des faits politiques majeurs empêchant le bon fonctionnement des institutions. Et généralement, les personnes en fonction sont mises en cause. C'est-à-dire que s'il y a révolution populaire, on doit dissoudre les institutions et abolir la constitution pour justifier la venue d'une autre constitution. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Y a-t-il une crise majeure? Y a-t-il eu une révolution qui a aboli ou qui a provoqué l'abrogation de la Constitution? Sinon, donc, c'est pas faisable. Mais on apprend que la Constitution bloquerait certaines choses dans le pays. Comme quoi, par exemple? Mais on évoque ici le retard sur la sortie de gouvernement parce qu'il fallait attendre. Ah, il y a une discussion. Il fallait d'abord identifier la majorité, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pourquoi ceux qui sont au pouvoir veulent aussi toucher un peu certains articles de la Constitution. Non, certains articles de la Constitution. Après l'élection du président de la République, il peut facilement nommer un premier ministre sans entendre les gymnastiques au sein de l'Assemblée nationale pour nous donner un premier ministre. Non, le problème c'est que nous risquons de les accompagner dans leur futilité. La grande question que nous devons tous nous poser, quels sont les faits constitutionnels qui ont empêché la venue de ces fameux gouvernements qui ne va nous servir à rien? Vous savez, la Constitution veut que l'on identifie une majorité. Et c'est de cette majorité que devait sortir le Premier ministre. La Constitution voudrait assez que le gouvernement soit investi. Cela peut se faire facilement. Voyez-vous, je vous prends juste un cas. Le gouverneur aussi devait être investi. On a vu le gouverneur être proclamé élu. Cela ne demande pas à ce qu'il y ait un gouvernement. Cela ne doit pas attendre la venue d'un parlement. Mais les gouverneurs ne sont pas investis jusque-là. Les gouverneurs ne sont pas investis. C'est que la Constitution n'a aucun problème. Non, mais pourquoi les gouverneurs qui ne dépendent pas de l'Assemblée nationale ne sont-ils pas investis? On va vous dire non, voilà, parce que justement, il faudrait que cette investiture soit contresignée. Non, l'investiture de gouverneur n'exige pas le contreseing du Premier ministre. Seul le président signe une ordonnance les investissant. Ils doivent être notifiés par le ministre de l'Intérieur. Il y a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Pour preuve, vous avez tous assisté à la nomination ce mois-ci, je crois les 5 de ce mois,
Félix Tshisekedi a procédé par la mise en place au niveau des entreprises publiques, des établissements publics ou sinon des entreprises de l'État. Cela n'a pas attendu à ce que qu'on mette en place un gouvernement ou qu'on mette en place un bureau. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi procéder de la sorte. Ce que vous devez comprendre, c'est que Félix Tshisekedi étant incompétent, il constate, il pense qu'il n'a pas assez de pouvoir. Mais je vais vous démontrer que Félix Tshisekedi a un pouvoir exorbitant qu'il ne peut même pas mesurer. Démontrez-nous. Le malheur pouvait être pour le président qui n'a pas des majorités présidentielles. Parce que si vous n'avez pas la majorité présidentielle, vous co-gérez avec cette majorité. Pour faire passer une réforme, il faudrait impérativement que cette majorité adhère à votre vision. Mais dans le cas d'espèce, Félix Tshisekedi a la majorité parlementaire. Une majorité aveugle et aveuglante. Tenez, lui-même, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. En cas de crise avec la primature, avec le Premier ministre. Il a le pouvoir de nomination à tous les niveaux. Donc il va contresigner avec le Premier ministre. Il a le pouvoir de démettre de ses fonctions le membre du gouvernement. Il en a le pouvoir. Il a le pouvoir d'initier des programmes avec le gouvernement. Le fait seulement que le gouvernement est de son bord politique. Le fait seulement que c'est lui qui gérerait cette majorité parlementaire. C'est-à-dire que tout le pouvoir dans l'État est concentré dans la personne de Félix Tshisekedi. Parce que le pouvoir étant fractionné en trois. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il nomme le magistrat de la Cour suprême. C'est un pouvoir. Voilà. Il a la maîtrise du pouvoir législatif. Il a la maîtrise du pouvoir exécutif. C'est-à-dire dans le fractionnement du pouvoir, il a la maîtrise de trois pouvoirs. Alors, pourquoi doit-il chercher à avoir plus de pouvoir que les trois là? S'il veut avoir un autre pouvoir en dehors du pouvoir constitutionnel, il devient automatiquement un dieu. Parce que la Constitution a régenté la société en séparant, en fractionnant le pouvoir pour qu'il n'y ait pas boulimie. Lui, par la magie de la politique, il a la maîtrise des trois niveaux de pouvoir. Et il cherche à avoir plus de pouvoir que ce qu'il en a déjà. M. Félix Tshisekedi a fait partie, a nommé 5 juges de la Cour constitutionnelle, en violation de l'article 158 de la Constitution et l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. M. Félix Tshisekedi a envoyé en mission un premier ministre pour nommer le haut officier militaire. M. Félix Tshisekedi a tous les pouvoirs. Le problème maintenant, c'est que ce pouvoir apparaît de mon point de vue comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. C'est ça le problème. Le problème n'est pas la Constitution. Le problème, c'est l'inadaptation, l'inaptitude de la personne qui devait veiller sur son application. Et donc, s'il faut changer quelque chose, il faut changer Félix Tshisekedi et laisser la Constitution. Mais, missionnaire Boulodjoa, vous dites quoi de ceux-là qui parlent ou qui évoquent carrément le caractère obsolète de la Constitution? Non, mais si la Constitution est obsolète, naturellement, toutes les institutions doivent tomber. C'est ça la logique. Parce que vous ne pouvez pas tirer votre pouvoir de la Constitution et considérer que le pouvoir est devenu anachronique. La vie politique ou la vie des institutions dépend de la Constitution. Si vous abrogez la Constitution, naturellement, toutes les institutions tombent. Automatiquement, Félix Tshisekedi ne sera plus appelé président parce qu'il n'y aura plus de soubassement constitutionnel. Et d'ailleurs, sur le plan faisabilité, comment devront-ils procéder? Parce que j'ai suivi dans votre introduction, vous avez tenté paraphraser ce que M. Félix Tshisekedi a dit. Qui devait mettre en... Oui, mais d'où tire-t-il cette compétence-là? Parce que la compétence étant d'attribution, vous ne pouvez pas avoir la compétence au-delà de ce qui vous est conféré par la Constitution. D'où tire-t-il la compétence d'initier le changement de la Constitution? Parce que la Constitution lui reconnaît le droit de réviser certaines dispositions. Réviser et non changer. Mais s'il veut changer, d'où tire-t-il cette... Apparemment, ce monsieur, il se croit dans une gouvernance traditionnelle. Il se croit chef coutumier, il veut faire ce qu'il veut. Même dans la coutume, le chef n'a... Chez nous, par exemple, au Mongo, le chef n'a pas le pouvoir de tout faire. Veut-il devenir Dieu?
il ne peut pas compter sur moi en tout cas. Alors, monsieur Alain Boulodja, vous vous opposez sur le changement de la Constitution. Non, la Constitution s'oppose sur le changement de la Constitution. Vous également. Non, mais moi je ne fais que faire observer c'est que la Constitution... Est-ce que vous pensez que la révision serait meilleure? Non, mais même dans la révision, il y a deux éléments que l'on doit rechercher, l'opportunité et la pertinence. Faites d'abord la proposition, on va... Alors, je prends ici l'article 217 de la Constitution où c'est écrit: la République démocratique du Congo peut conclure de traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Oui. Est-ce que vous pensez que cet article nous arrange, nous Congolais? Bien sûr, nous vivons ça chaque jour. Peut-être les gens ne s'en rendent pas compte. L'abandon partiel de notre souveraineté. L'abandon partiel de notre souveraineté. C'est une pratique. Nous l'exerçons, nous appliquons cette constitution chaque fois que nous adhérons. Est-ce que vous pensez que c'est avantageux pour nous? Non, c'est pas désavantageux en fait. Nous vivons ça chaque jour. Peut-être les gens ne veulent pas comprendre ce que cette disposition veut dire. Vous parlez de l'abandon partiel de notre souveraineté, d'autres parlent de l'abandon de céder nos terres, ce qui veut dire qu'il y a une volonté manifeste à désorienter l'analyse. Donc ça ne veut pas dire... Vous savez, cet article ici de... Non, je vais vous démontrer. Ça ne veut pas dire qu'abandon de terre. Non, mais quand on dit abandon partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous abandonnez partiellement. Vous cédez une partie de votre... pendant un moment, un court moment. C'est ça, l'abandon partiel. Comment et pourquoi? Si vous lisez l'article 108 de la Constitution de la transition soutenue par Etienne Tshisekedi, c'est la même, en tout cas c'est mutatis mutandis, c'est la même chose, la même disposition. Cela veut dire quoi en clair? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le fait seulement que vous adhérez à un parti, vous cédez une partie de votre liberté. Vous n'avez plus le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous devez vous conformer au règlement intérieur et au statut de ces partis-là. C'est ça l'abandon. C'est ça la ligne du parti. C'est ça l'abandon partiel. En ce qui concerne l'État, lorsqu'on vous dit vous abandonnez partiellement, c'est-à-dire le fait d'avoir adhéré à une organisation, vous cédez une partie de votre souveraineté. Et ces organisations qui viseraient l'unité africaine et ainsi de suite, c'est par exemple EAC. Le fait d'avoir adhéré à EAC, EAC a eu à gérer notre espace. EAC prend des décisions sur nous parce que nous avons accepté de ratifier le traité créant EAC. C'est ça l'abandon partiel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus faire en tant que peuple souverain, d'autant plus que nous sommes liés à un nouvel acte, un texte qui régit une organisation. C'est ce que ça veut dire. Alors, nous sommes membres de l'EAC. Nous sommes membres de la SADC. Nous sommes membres de COMESA. Nous sommes membres de CAC. Nous sommes membres de l'Union africaine. Nous sommes membres des Nations unies. Nous avons signé certaines conventions et traités internationaux, certains accords. Et la Constitution dit dans le même chapitre que le fait d'avoir signé ces actes, nous devons adapter notre législation par rapport à cette signature. C'est ça l'abandon partiel. En quoi c'est mauvais? Très bien. Alors, Monsieur Boulodja, je vais prendre se dire d'un politique dont je tais les noms. Il dit: nous n'allons pas réviser la Constitution, nous allons rédiger une nouvelle Constitution à soumettre au référendum. C'est le souverain primaire qui va décider. Est-ce que le peuple est favorable à cette... Non, il souffre d'une ivrognerie langagère. Justement, et je suis sûr que c'est un automate des gens qui réfléchissent par procuration. Nous, là, c'est qui? Et quelle est la procédure? Pour changer de constitution, il faut abolir la constitution qui est en vigueur. Parce que la constitution en vigueur n'ayant pas prévu le mécanisme de son changement, tout acte qui va dans le sens de changer la constitution doit être précédé par une révolution. Il faut dissoudre les institutions. Comment vont-ils précéder, madame? Ils vont préparer un texte qui va passer directement au niveau de la CENI. La CENI va organiser le référendum. Mais d'où tirera-t-il le pouvoir de proposer à la CENI d'organiser le référendum? Il faudrait qu'il y ait une institution qui porte la responsabilité. Cette institution doit être le gouvernement.
parce qu'il faudrait engager les finances publiques. Exactement. Ces gouvernements-là, d'où tirera-t-il la compétence de changer les constitutions? Parce que les institutions sont liées à la constitution actuelle. Soit s'ils ont l'intention de faire un coup d'État, de dissoudre la constitution, de proposer un texte qui va régir la transition et éventuellement justifier la venue d'une nouvelle constitution. Parce que dès lors qu'il n'y a pas cassure, il n'y a pas abolition de la constitution actuelle, tous sont liés à ces dispositions. Alors, ils veulent nous faire croire qu'ils ont le pouvoir d'initier la révision. Les dispositions révisables de la Constitution, on leur reconnaît le droit. Ils peuvent prendre l'initiative, soit le président, soit le Parlement, soit le gouvernement, soit par pétition signée par 10 000 citoyens congolais. Mais dans le cas du changement de la Constitution, qui va porter la... Déjà d'ailleurs, si nous étions dans un pays sérieux, M. Félix Tshisekedi devait être interpellé. Il veut faire un coup d'État. Il veut faire un coup d'État. Il veut faire un coup d'État contre la Constitution en initiant déjà la mise en place d'une fameuse commission. Voilà. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a de ces politiques ou hommes politiques qui occupent 4 fonctions en lui seul, 4 fonctions d'État, est-ce que cela n'entre pas un tout petit peu dans les faiblesses de la Constitution? Non, la Constitution n'a pas consacré cela. Ouais, une loi qui pouvait, ou un article... Non, mais attendez, madame. Ne tombez pas dans leur piège. Vous voyez ces gens-là, en règle générale, ils ne prennent même pas le soin de réfléchir. Ils le font par procuration, comme je l'ai dit. Cette matière-là relève de la législation. C'est la loi portant organisation et fonctionnement, la loi portant, la loi électorale en fait. C'est dans cette loi. Et les débats que vous voulez soulever, nous l'avons connu, nous l'avons eu avant les élections. N'oubliez pas qu'il y avait une proposition qui était faite dans ce sens. On devait changer certaines dispositions de la loi électorale pour empêcher à ceux qui cumulent des candidatures à ces niveaux. Ce n'est pas le problème de la Constitution. Qui peut me citer une seule disposition de la Constitution qui reconnaît le droit à tout le monde de postuler là où il veut? Il n'y en a pas. On dit, le principe, si vous respectez tel critère, vous êtes en droit de postuler. Mais dans la loi où on organise les élections, c'est là où on n'a pas fermé le nombre de sièges à compétir. S'ils avaient l'intention de changer ces dispositions, ils devaient jouer sur la loi. Et le fait qu'il y a eu ces débats, ce sont eux qui ont la majorité, qui se sont imposés pour que cela passe. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas prétexter, dire, non, voilà, on doit changer la Constitution. Non, mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Mais, M. Bolodjoa, est-ce que vous craignez que le mandat, que peut-être ceux de l'Union sacrée ait des idées de pouvoir changer, augmenter justement le mandat du président de la République à 7 ans? Non, mais non, le problème, voilà pourquoi j'ai dit que s'ils étaient assez intelligents, ils devaient comprendre que même si, par folie, ils arrivaient à changer cette constitution, ce n'est pas pendant ces mandats que la constitution va entrer en application. Ils sont censés comprendre ça. Et ça va entrer quand? Non, mais ça va entrer à la fin de l'opérationnalisation de droits politiques, le pouvoir consacré par la Constitution qui est en cours. Vous savez comment nous avons eu la Constitution de 2006? C'est passé au référendum en 2005. La Constitution est entrée en vigueur en 2006. Je crois le 18 février, si je ne m'abuse pas. En 2006. Parce que justement, la Constitution de la transition avait prévu, dans ces dispositions transitoires et finales, le comment basculer à la Troisième République. Mais dans le cas d'espèce, cette disposition-là n'existe pas. Si vous changez les constitutions, prenons par absurde qu'ils arrivaient à changer les constitutions, qui va la promulguer? Parce qu'il faut que la constitution soit promulguée pour qu'elle entre en vigueur. Ça ne sera pas Félix Tshisekedi? Non, mais il ne sera pas président parce que son pouvoir est lié à la constitution actuelle. Ok. Comment fera-t-il pour nous imposer une nouvelle constitution? Vous savez, ces gens ici, que je considère comme des délinquants constitutionnels, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils savent qu'ils ont la maîtrise de l'armée, des services. Ils savent qu'ils ont des voyous, des bandits qui peuvent nous régenter. Ils veulent faire le forcing. Et après, comme nous n'aurons pas, d'après eux, la capacité de réaction,
Ils vont s'imposer et puis la vie va continuer comme ça. Si votre père l'a fait en 1965, cette fois-ci, ça ne passera pas. Et l'imbécilité qu'il y a dans ça, c'est quoi? Vous combattez le M23, disant qu'il viole la Constitution, et en même temps, vous combattez la Constitution qui fait d'eux des délinquants. Naturellement, vous faites un coup d'État. Vous êtes des rebelles. Félix Tshisekedi veut se rebeller contre l'État, contre la Constitution, sur qui et sur quoi le pouvoir pourrait se justifier. Naturellement, je ne passerai pas à la télé. Je ne passerai pas à la télé parce que quand j'aurai en face de moi un vide juridique, naturellement, je n'aurai pas le droit de respecter ni les services, ni les institutions. Je viendrai comme un délinquant parce que je serai en face des délinquants. En ces moments-là, peut-être ils vont comprendre qu'ils ne sont pas si puissants que ça. Très bien. Et donc, la solution actuelle, c'est de garder la Constitution actuelle et bannir toute idée de révision, changement et autres. Non, la solution n'est pas celle-là. Le fait qu'il y a effectivement un blocage, on doit extirper les éléments qui justifient le blocage. Comme ce n'est pas la Constitution, donc c'est M. Félix Tshisekedi. Il doit partir. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est pas... Ce sont ces insuffisances, au fait. Parce que déjà, quand j'insiste sur les qualités de l'homme, les gens ne me comprennent pas. On vous transfère le pouvoir, mais vous n'avez pas les aptitudes. Il y a une adéquation entre le profil du président, la personne du président, et les qualités et M. Félix Tshisekedi. La Constitution voulait assez que la personne qui doit assumer la fonction du président soit un bon manager, soit quelqu'un qui a la capacité de fédérer les énergies, soit un bon coach, quelqu'un qui sait orienter, amener les gens vers les objectifs poursuivis par la société. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte que cette personne n'a pas ces qualités-là. Alors, comme il est entouré par des gens qui veulent vivre sous ses mamellons, ils veulent s'arc-bouter sur lui, justement, pour justifier leur présence. Ce qui vit, c'est quoi? C'est l'argent. Très bien. Ce qui vit, c'est quoi? C'est leur propre bonheur. L'État congolais n'a pas besoin, aujourd'hui, qu'on change des constitutions, et surtout que sur le plan technique, il ne sera pas facile de la changer. Sauf peut-être s'ils veulent faire un coup d'État, ou s'ils veulent renverser l'ordre politique qu'il y a actuellement. Et c'est ce qu'on appelle les rébellions. Alors, monsieur, ce sont des rebelles. Alain Bolodjoa, vous êtes initiateur et président du parti politique Les BAT, Levons-nous et bâtissons. D'où cette question. Est-ce que vous pensez qu'avec cette question de la révision constitutionnelle, le Congo aujourd'hui a un homme d'État, ou on va parler des hommes d'État sur qui la population pourrait compter? Oui, ces hommes d'État-là existent. Mais ils ne sont pas au pouvoir fort, malheureusement. Et au pouvoir? Non. Là, ils sont des courageux. Ils sont des courageux, parce qu'un homme d'État ne peut pas être derrière Félix Tshisekedi. Non, mais nous savons, vous également, lorsque vous serez peut-être au pouvoir, enfin, ça pourrait être... Non, mais moi j'ai des prérequis que Félix Tshisekedi n'a pas. Non, mais vous pensez qu'au sein de l'Union sacrée, tous ces ministres... Non, ils ont des prérequis, non, ils ont des prérequis, mais si on sans conscience n'est que ruine de là. Parce qu'un homme qui a des prérequis ne veut pas soutenir monsieur comme Félix Tshisekedi. Ah non. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Cette émission est complètement terminée. Monsieur Alain Bolodjoa, 1 minute justement pour la conclure. Je pense que M. Félix Tshisekedi est en train de défier pas seulement notre génération, les générations passées, même les générations futures. Il pense être trop puissant. Et je crois que c'est probablement à cause de cette constitution. Il a la majorité parlementaire, le pouvoir ravi au président sont déversés au Parlement et au gouvernement. Le fait d'être le chef de cette fameuse majorité mal constituée et mal acquise, naturellement, il englobe, il regroupe en lui la totalité du pouvoir. Et pourtant, nous avons voulu créer la séparation du pouvoir, justement, pour ne pas permettre à ce qu'il y ait boulimie de ce pouvoir. Il a le pouvoir législatif en lui, il a le pouvoir judiciaire en lui, il a le pouvoir exécutif en lui. Naturellement, le peuple ne peut plus être souverain. Alors, comme il veut aller au-delà de ça, je pense que le peuple souverain doit s'activer pour le faire partir au plus vite.
Très bien. Sinon, vous risquez d'être des complices naïfs. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolodjoa, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier. Et madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolodjoa. Merci, également à James Munka qui a réalisé cette émission, ainsi que à Raja Bougras qui était derrière les caméras. Très bien. Nous saluons également l'assistant de monsieur Alain Bolodjoa, bien que l'ingapé pour boire bangate. Très bien. Merci beaucoup. Il s'appelle Je l'aime. Je ne l'aime pas, mais il s'appelle Je l'aime Kanga. Njoli. C'est pourquoi vous avez peur de la... Je risque de croire que je l'aime. Allez, Je l'aime Kanga Njoli, c'est ça. Ouais. Très bien. Allez, salutations à vous, messieurs l'assistant de monsieur Alain Bolodjoa. Allez, vous qui nous avez suivis de partout à travers la République, merci de la confiance renouvelée à ces magazines, surtout à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Restez amoureux du beau, du vrai, de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve demain pour le nouveau numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien.